Five, four, three, two, one, zero. Let's start the party. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Let's start the party. Au commencement était la lettre. Bienvenue au Beau de Provence avec Louis Joux, architecte du livre et des bouts. Imaginez, haine de la médiocrité, indépendance farouche, scepticisme railleur, anarchiste aristocratique. Je suis avec la présidente de la fondation. Dois-je vous appeler présidente? Bonjour présidente. Bonjour, vous allez bien? Moi je vais toujours bien. Alors, qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Ah, ce que je fais dans la vie, je suis maintenant ce qu'on appelle une heureuse retraitée depuis quelques années et je suis de formation conservateur général de bibliothèque. À ce titre, j'ai participé à beaucoup de grands projets de construction de bibliothèques et je suis venue un jour au Beau avec des stagiaires égyptiens. Je connaissais déjà Louis Joux puisque mon mari était de Saint-Rémy. Je suis venue au Beau avec ces stagiaires un jour où il faisait pas très beau, on n'avait pas envie d'aller très loin. Et nous avons poussé la porte du musée, qui était encore en activité, actuellement en bientôt restauration. Et ils ont découvert ce que c'était que des livres magnifiques imprimés. Alors, vous savez que pour les Égyptiens, on est passé presque directement, je dirais, du manuscrit à l'écran. Les livres en Égypte, c'est Napoléon qui a amené les caractères du boulak. Bon. Donc le livre n'est pas forcément ce qu'il y a de plus réussi en Égypte. Et ce qui a été très intéressant, c'est que ces bibliothécaires qui venaient de la bibliothèque d'Alexandrie en cours de construction ont été subjugués. Oh, on n'a jamais vu quelque chose d'aussi beau, c'est formidable, il faudra faire une exposition. Ce qu'on a fait quelques années après. Voilà. Et du coup, je suis rentrée à la Fondation Joux, pas comme on rentre dans les ordres, mais presque, parce que ça vous prend un temps fou pour arriver à essayer de faire un peu connaître l'œuvre de Joux et cette année de son ami Suarez, qui est encore un peu moins connu que Joux. Alors c'est qui ce fameux Louis Joux? Alors Suarez, il est né à Marseille d'une famille d'origine portugaise, juive, qui est venue donc du Portugal jusqu'en Italie, Livourne, et puis sont arrivés à Marseille. C'était une famille qui était dotée de bons moyens. Ils avaient une solide fortune, des immeubles importants, et le père était courtier en café pour les compagnies de navigation. Donc tout allait bien. Il s'est marié avec une jeune cousine, beaucoup plus jeune que lui, et ils ont eu 3 enfants. L'aîné, c'était Félix, qui deviendra André à la mort de son père. Puis il y a eu un fils et une fille. Et tout était parfait. Félix était particulièrement doué. À l'âge de 6 ans, on dit qu'il déchiffrait déjà les partitions. À 9 ans, il avait tenu son journal. La seule petite touche inquiétante, c'est que dans le journal, à un moment, il écrivait « Jamais une joie pure ». Donc cet enfant était déjà assez secret, assez farouche. Et il a eu le chagrin énorme de perdre sa maman d'une tuberculose rapide, alors qu'il avait été élevé par sa mère, puis par toute une série de servantes qui le cajolaient, etc. À partir de là, il a eu un autre drame, c'est que son père est tombé gravement malade, genre du Dupuytren, ou genre... Bon. Donc, lui, entre-temps, avait réussi le concours d'entrée à Normal Sup, 3e à 17 ans, c'est pas mal. Il va à Normal Sup, où personne ne voulait de lui dans sa chambre. On a dit, on ne veut pas du petit juif marseillais. Et c'est Romain Rolland qui l'a accueilli dans sa chambrée. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les années 1880, et l'affaire Dreyfus, c'est pas loin, tout ça.
Donc il a eu des relations difficiles avec ses concitoyens, parce qu'en fait, il n'avait pas du tout envie de devenir enseignant. Il voulait être écrivain, critique d'art, etc. Il a donc poursuivi ses études, mais très vite, il s'est mis à écrire. Mais il n'a jamais écrit de roman. Il n'a jamais écrit quoi que ce soit de facile. Donc, il n'est pas devenu célèbre. Il est resté un écrivain très recherché par les milieux intellectuels, par des mécènes comme Jacques Doucet, qui l'a engagé pour qu'il constitue sa bibliothèque, comme Cognac G, qui était un mécène extraordinaire, qui l'a aidé à se reloger quand il a été expulsé par son propriétaire. Là, il lui a trouvé un appartement magnifique dans un hôtel particulier, mais ça n'était plus rive gauche. Alors, est-ce que ça valait la peine de continuer à vivre? Alors, il a accepté quand même, mais vraiment meurtri. Et Cognac a dit: joue mon cher, je mets mon architecte, mon décorateur à la disposition de Betty, votre épouse, pour qu'elle fasse de cet appartement un lieu qui vous sera agréable. Alors il s'est laissé convaincre. Et ce qui était absolument extraordinaire, c'est que Cognac a loué l'appartement au-dessus pour que Suarez n'ait jamais aucun bruit et qu'il puisse travailler tranquille. Bon, il a été donc à la fois protégé et en même temps, les mécènes, ça ne passe pas leur temps à vous tenir la main. Donc il a eu de grosses difficultés financières dans la vie courante. Il ne savait pas se rendre toujours très, on ne va pas dire aimable, mais abordable. Ce qui fait que sa vie a été très dure, et l'amitié qu'il a eue avec Joux est née autour du livre que Joux était en train d'imprimer pour Suarez, qui a fait sa connaissance à ce moment-là. Et là, ils sont tombés en amitié réciproque en se disant: mais c'est pas possible, ce garçon est d'une précocité, d'une intelligence, et il sait faire des livres. Et Joux a dit: mais cet homme aime et connaît la lettre, connaît la typographie. Ça a été la base de leur amitié. Et cette amitié ne s'est jamais défaite. Et ils sont enterrés tous les deux au Beau, presque côte à côte, dans le petit cimetière des Beaux. À cette époque-là, on avait déjà ces notions d'éditeur, d'imprimeur. Ça existait déjà par rapport à un écrivain? Pardon? À cette époque-là, est-ce que la notion d'éditeur, d'imprimeur pour un écrivain existait déjà? Ou c'était plus une indépendance qu'avait l'écrivain? Non, c'était assez rare quand même. Il y avait des imprimeurs, il y avait des éditeurs, et en fait, dans l'ensemble, les deux fonctions étaient assez séparées. Et Joux il a été éditeur, oui, mais il imprimait des livres. Hein, il imprimait des livres, alors oui, c'était tiré. Il ne disait pas édité, il disait tiré sur les presses à bras de l'artisan Louis Joux, qui a mis toute sa probité et toute son imagination à vous rendre cet ouvrage. Voilà, c'était le genre de choses qu'il écrivait dans les colophons. Il a repris... Dans les colophons. Alors, décodeur, s'il vous plaît. Décodeur. Les colophons, c'est ce que les moines au Moyen-Âge, c'est par quoi les moines au Moyen-Âge concluaient leurs manuscrits. Ce manuscrit qui fait tant de lignes et tant de mots a été écrit par le frère Antoine de février 1480 à mars, etc. On relatait les circonstances. Et Joux, qui avait une relation passionnée avec le livre et avec le lecteur, parce qu'il travaillait pour un lecteur. Il disait à 1000 lecteurs: ce livre t'attend. Il s'est dit: mais je ne peux pas me contenter d'un achevé d'imprimer. C'est sec. Imprimé le 22 mars 1928 sur les... Non. Alors il a restitué les colophons, c'est-à-dire la petite histoire du livre qu'il venait d'achever. Et comme il était catalan, qu'il n'était pas allé en classe, comme j'ai dit tout à l'heure, et que, il maniait parfaitement le français, mais enfin, il avait toujours peur de commettre une erreur, c'est Suarez qui, tout naturellement, a écrit les colophons de Joux. C'est une œuvre qu'ils ont faite en commun. Et c'est assez amusant parce qu'il y en a un comme les musiciens où ils disent: voilà, cher ami lecteur, nous avons travaillé à cet ouvrage, nous espérons qu'il vous plaira. Puis à la fin, c'est tout juste, il leur dit pas: si ça vous plaît pas, c'est pas grave, parce que nous on a éprouvé un tel bonheur. Ça, c'était les colophons de Joux et de Suarez. Alors je suis en train de les collecter et de faire une petite publication là-dessus, parce que je pense que c'est tout à fait joli et extraordinaire. C'est les seuls qui aient fait ça. Je ne connais personne qui ait fait de colophons en dehors de Joux. Quand je vois la plaquette toute noire que j'ai devant moi actuellement, il y a marqué Louis Joux, prince des artistes du livre. C'est un prince?
Ça, c'est André Suarez qui a dit ça, prince des artistes du livre. Mais Joux a eu droit à toutes sortes de qualificatifs. Pouillon disait que c'était l'architecte du livre et des beaux, parce que c'est lui le premier qui a restauré un bâtiment au beau. Voyez, donc ça, c'est Suarez, prince des artistes du livre. Parce que déjà, ça situe quand même bien les personnages. Autrement dit, ce ne sont pas des créateurs du livre, ce ne sont pas des fabricants, ce sont des artistes du livre. Quand on touche au livre, on est un artiste. Ce dont se défendait Joux, qui était un homme très, très charnel, très, très pratique en même temps, très pragmatique. Il disait, moi, je ne suis pas un artiste, je suis un artisan. Je suis un artisan du livre. Mais pour Suarez, c'était un artiste. Parce qu'il arrivait à une telle perfection qu'il disait, il y a de l'art chez cet homme. Ce qu'on ne voit pas en radio, c'est la photo qui est en dessous. Et la photo qui est en dessous, c'est un monsieur qui s'appelle Machiavel. Bah alors. Et qu'est-ce que vous... Par exemple, qui est Machiavel? Puis après, on va revenir dessus. Ben oui, quand même, Machiavel, ça a été un penseur et un écrivain extrêmement connu. Alors, c'est pour ça qu'il a choisi des sujets tout à fait connus ou célèbres. Vous ne trouverez pas chez Joux, comme on trouve chez Pierre-André Benoît, par exemple, des collaborations avec des auteurs contemporains, si célèbres soient-ils. Il a eu Ster Stevens, qui l'a aidé à revoir des éditions. Il a publié quelques ouvrages avec lui. Sinon, il a travaillé, quand il est arrivé ici, en 1940, puisqu'il y avait la guerre qui avait tué son ouvrier, il est venu s'installer ici. Il a d'abord s'est installé là, qu'il avait déjà restauré. Et l'atelier, il a vraiment achevé et installé à ce moment-là. Juste pour info, elle a fait le signe avec la main. Là, c'est en face. Mais comme on est en radio, vous ne pouvez pas le voir. Ah oui. Oui, il n'y a pas la photo en même temps. Ce qui n'en est que mieux. Bon, donc à droite, si vous voulez, en face du bâtiment, de l'autre côté de la rue. En fait, ici, il pensait dans l'atelier, il pensait pouvoir rapatrier ses presses. Il a oublié qu'une chose, c'est que c'était pendant la guerre. On avait autre chose à faire que de rapatrier les presses de Joux. Donc il est resté toute la guerre à graver des bois, à faire des aquarelles, à faire des autoportraits, à faire des caricatures, à faire de la céramique et à penser aux livres qu'il allait faire. Les livres qu'il allait faire, c'était en particulier Jeanne d'Arc, c'était Don Quichotte, c'était Saint François d'Assise. Il avait quand même des grands thèmes. Et il n'a, si vous reprenez l'œuvre de Joux, en dehors de quelques auteurs locaux, qui sont des auteurs intéressants, mais enfin Marie Moron, Charles Galtier, il n'a pas travaillé avec des auteurs contemporains. Il a pris les grands textes, La Fontaine, Montesquieu, Bossuet, le Contraint de la Boétie, que des valeurs sûres, si j'ose dire. Voilà. Et je pense que c'est quand même la marque de quelqu'un qui est un autodidacte. Parce que c'est un peu risqué de se lancer à travers les relations qu'on peut avoir avec des auteurs qu'on ne connaît pas. Et si ça ne marche pas, et si le public... Là, il était assuré qu'il allait trouver quand même des gens qui auraient envie d'avoir La Fontaine, qui auraient envie d'avoir Don Quichotte, etc. Et il a eu en effet tout un public qui achetait, puisqu'il vendait ses ouvrages par souscription, qui achetait d'autorité, qui attendait le nouvel ouvrage de Maître Joux. Et il y a ici des gens, j'en vois certains, et il y a le fils d'un d'entre eux qui va venir le jour de Juarez, la manifestation que nous allons faire, qui a chez lui, de son père, toutes les œuvres de Joux. Comment ça se fait qu'il ne soit pas à ce point connu? Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait 75% des gens qui rentraient, qui ne savaient pas qui était Louis Joux. Il y a plusieurs raisons. Je pense d'abord que ce qui importait beaucoup à Joux, ce n'était pas son renom après sa mort, c'était que son œuvre se continue. Qu'on trouve encore des typographes. Il n'avait pas prévu l'informatique, bien sûr. Il se disait qu'il y aurait des gens qui viendraient travailler. Il a eu beaucoup de mal lui-même à trouver un artisan, à trouver un ouvrier. Les gens ne voulaient pas venir, ne restaient pas, donc il a travaillé assez seul. La fin de sa vie, c'est même son épouse, Poppy, qui l'aidait à tirer les épreuves de Saint-François, qui est le dernier livre qu'il a fait. Donc, il se trouve que, en fait, Joux a eu une très très grande époque, après ces années de vache maigre, quand il était à Paris, où là, il était en contact avec tout le milieu intellectuel
qu'il a rencontré, qu'il a connu, Picasso, Cocteau, Jean Hugo, etc. Et quand il est arrivé ici, il s'est trouvé dans une relative solitude. D'abord par la guerre. Les Baux, c'est un village fort sympathique, mais enfin, il n'y a pas grand-chose quand même. Hein. Là, il y a 28 habitants qui restent. À l'époque, il devait y en avoir 35. C'était des gens des Provençaux, avec beaucoup de qualité morale, avec beaucoup d'humour, mais ce n'étaient pas des gens qui connaissaient forcément le livre. Alors, il a eu des relations très amicales avec des gens comme Charles Moron, mais que la bibliophilie n'intéressait pas spécialement. Puis après, je vous dis, avec Marie Moron, qui était une femme pleine d'allant, qui a été très connue de son vivant. Mais il n'a pas rencontré un milieu intellectuel. Il y avait Pierre Segers, mais ça c'est pendant la guerre, et Segers s'était isolé à Villeneuve, les Avignon. Il se voyait assez peu parce qu'il était quand même plus ou moins surveillé. Donc il n'a pas retrouvé ce terreau de riche. Et pour son bonheur, on va dire ça comme ça, il y a une femme assez exceptionnelle qui s'appelait Hélène Jambreau, famille de Prades, grand-père gouverneur d'Indochine, etc., Sarotte, enfin des gens très connus, qui a eu elle-même une vie extraordinaire de photographe, d'engagée dans l'armée américaine, enfin une fille tout à fait atypique par rapport au milieu bourgeois, et qui a rencontré un jour, venant au Beau, je pense qu'il y avait une petite équipée là, avec Malraux, elle a rencontré Joux et sa femme. Elle a trouvé le travail de cet homme extraordinaire. Elle est tombée vraiment en amour de l'œuvre. Ça a été une amitié, je ne pense vraiment pas que c'était autre chose qu'une amitié, mais elle a trouvé que c'était... Et comme il se désolait beaucoup de ce que ça deviendrait après sa mort, puisqu'il n'avait pas d'enfant, elle a dit, mais c'est pas difficile, on va créer une fondation. Elle a fait tout expertiser, parce qu'il savait quand même acheter de très belles choses, etc. Puis ses livres avaient de la valeur, les bâtiments en avaient. Et devant notaire, elle a donné pendant toute leur vie la gestion de la fondation à Joux et à sa femme. Étant entendu qu'à la mort de Poppy, donc la femme de Joux, tout reviendrait à la fondation. Et la fondation, c'était Hélène Jambreau qui s'est occupée, qui a fait vivre cette fondation sur un bon pied. Mais moi, j'ai beaucoup admiré cette femme. Je l'ai connue quelques années. On s'est très bien entendus. Elle aurait souhaité que je prenne la présidence il y a très longtemps, mais j'avais d'autres préoccupations. Et je pense que cette aisance qu'a connue la Fondation l'a mise à l'écart des grands circuits culturels. C'est-à-dire que ni le ministère de la Culture... On connaissait Hélène Jambreau. Oui, alors la Fondation aussi. Tant que Joe était vivant, ça allait, mais le jour où il est mort, ça s'est éteint petit à petit parce que on ne savait pas qui c'était. On ne faisait plus d'imprimerie en plus. Ce qui a beaucoup aggravé les choses, c'est l'arrivée de l'informatique. Bon, plus d'imprimerie, plus de typographie. Enfin, on fait de l'imprimerie, mais on ne fait plus de typographie. Donc, petit à petit, ça s'est enlisé dans un certain oubli parce qu'aucun service ne connaissait. La DRAC ne connaissait pratiquement pas la Fondation. Il a fallu qu'on fasse des rapports, qu'on les rencontre, etc. Oui, la Fondation Joux. Qu'est-ce qu'il y a au juste à la Fondation Joux? Il y a une bicoque là. C'est bien. Vous voyez, c'était vraiment une méconnaissance parce que Hélène n'a jamais voulu au fond. Elle gérait tout ça, elle amenait ce qu'il fallait, ça se passait bien. Et il y avait des musiciens qui venaient, Pablo Casals était très ami avec Joux. Donc on n'avait pas besoin. Mais ça, c'est très dangereux maintenant, parce qu'on n'est pas connu après. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Alors, on a eu un président qui n'est pas resté, c'est un peu dommage, Olivier Bosc, qui était, comme moi, conservateur général, il est maintenant à l'Arsenal, qui a essayé de faire connaître Joux à Paris. On avait organisé une exposition dans le cadre du salon de l'architecture du livre ancien. Ça a très bien marché sur le plan de l'exposition, c'était très beau, mais il n'y a pas eu de retombées. Alors là, actuellement, on prépare une campagne de mécénat en essayant de demander non pas des super mécènes, mais aux gens participer. Et c'est aussi pour ça qu'on refait ces ateliers de typographie, la gravure lapidaire, l'exposition, pour faire connaître un peu Joux et Suarez. Voilà.
Alors justement, c'est assez original puisque c'est la première édition, la première fois qu'un atelier de typographie est créé. Pourtant, vous me dites les machines, elles sont toujours en fonction, mais il n'y a plus de publication. Non, il n'y a pas de publication, mais il y a des tirages de gravures. Ah, Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la journée du patrimoine, ou parce qu'on est tous assez bénévoles, en dehors du jeune garçon que vous avez vu, en principe, tout fonctionne par le bénévolat. Bon, alors à ce moment-là, par exemple, le jour du patrimoine, on va se relayer et Moreau et Estève, Papu font des tirages de gravures, expliquent aux gens comment ça se passe. Voilà. On tire encore des gravures. Mais on ne les tire pas, on ne les vend pas. On les tire. Mais il n'est pas impossible, si on arrive à faire ce qu'on voudrait, il n'est pas impossible qu'on essaye avec d'autres fondations de faire un, comment on dit en français, un joint venture. un groupement, un GIE, un groupement. Voilà, un groupement, une association, etc. Voilà. Quelque chose qui fasse qu'on réalise par exemple des tirages. Ça, j'aurais très envie de ça. Il se trouve qu'il y a des associations qui en ont envie. Alors peut-être qu'on arrivera à remonter. Parce qu'on a les caractères de jeu, on a toutes les polices qui sont protégées. Elles sont tellement protégées qu'on ne les utilise jamais. Alors là, il y a une vraie discussion. J'allais dire, quel intérêt qu'elles existent, qu'elles soient protégées, qu'on ne les utilise pas. Donc, on n'utilise pas la Joconde, je veux bien, elle est dans son verre. Et encore, on l'a emmenée se promener de temps à autre. Mais les caractères de joue, par définition, ils étaient faits pour être utilisés. Alors, ils ont été numérisés, et tout ça est soigneusement protégé, et on ne peut pas... Alors, de temps en temps, on peut faire quelques tirages. On va essayer de faire revivre Joux. Les caractères, c'est de la calligraphie. Comment est-ce qu'on pourrait le définir ? Non, les caractères, c'est de la typographie. C'est de la typographie, c'est-à-dire que ce sont des caractères qui sont d'abord gravés sur bois, et puis après, vous avez un moule, et puis après, on verse le mélange, etc. Et ensuite, le typographe ou le graveur ébarbe soigneusement tous ces caractères qui sont souvent tout petits puisqu'il y a tous les corps possibles. On a dans... Ah, j'ai dû le ramener, il faudra que je vais le ressortir. On a toute la liste des polices qu'a fait Joux, parce qu'il en a fait plusieurs. Lui, il a trouvé d'emblée que pour faire le Montaigne, qui a été quand même son grand œuvre, les polices qui existaient, c'est pas la peine d'y penser. D'ailleurs, on va regarder, si vous voulez, 2 minutes le Montaigne. On aurait du mal à regarder, on va le regarder après. Juste une dernière question pour en finir. Vous êtes comme Obélix, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite ou quoi ? Parce que là, vous êtes une vraie Bible, vous êtes une passionnée, vous avez les yeux qui pétillent. C'est un accident de poussette, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Non, je vais vous dire une chose, moi c'est un travers. Quand je fais quelque chose, je suis toujours passionnée, ou alors je ne le fais pas. Et j'ai toujours été comme ça, même dans mon métier. J'ai toujours pris les postes les plus ahurissants, dont tout le monde disait « Mais qu'est-ce que tu vas faire en Égypte ? Qu'est-ce que tu vas faire à l'Institut du monde arabe ? Qu'est-ce que tu vas faire à la Villette ? Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai fait la programmation avec Piano et Rogers de la médiathèque du Centre Pompidou, qui avait à sa tête un homme remarquable, Jean-Pierre Seguin, qui m'avait dit « Cher ami, vous allez vous occuper des architectes. Hein, » parce que bon, et on a fait un boulot, mais les gens trouvaient ça insensé de faire une bibliothèque en libre accès, il y a 40 ans. On disait, mais c'est de la folie furieuse, ça. Hein. Alors on était aux États-Unis, on était allé partout. Puis j'ai dit, on va y ajouter aussi ce qu'on appelait l'audiovisuel. On va faire des ensembles dans lesquels il y aura tous les documents et chacun aura sa bibliothèque. Bon. Qu'est-ce que tu veux, Christian ? Ah, il est là devant. Est-ce que ça peut s'expliquer aussi par le fait que on a été très vite, on est en 2018, on a été très vite. On est en 2018, l'année prochaine on va fêter les 5 ans du premier homme sur la Lune. Le PC est arrivé il n'y a pas très très longtemps non plus. Est-ce que ça peut s'expliquer comme cette envie de découvrir un peu l'histoire, toutes ces choses-là ? Parce que c'est vrai qu'on est allé très vite. En quelques années, on a franchi ce qu'on n'avait pas fait pendant des siècles, quoi. Puis ça s'accélère encore, ça continue. Bon, alors est-ce qu'on éprouve le besoin peut-être de marquer un peu un temps d'arrêt sur certains domaines qui justement peuvent supporter cet arrêt ? Parce que pour le reste, on est pris dans un espèce de rouleau, ça va vite. Et puis bon, tandis que le livre, à mon avis, c'est quelque chose qui pourrait rester, parce que justement, c'est le témoignage d'un temps de réflexion et d'un travail en profondeur. Et ça, il en faut. Je pense qu'il en faut, ne serait-ce que comme témoignage. Peut-être qu'on n'en fait pas beaucoup. Je parle de vrais livres, je ne parle pas de ce qui sort à toute allure, que
que je lis moi-même. Enfin, c'est vrai qu'on n'a jamais autant publié, hein. Le dépôt légal, tous les ans, a un peu plus de livres. Et quand vous allez dans des salons de la BD, de la biographie, du roman policier, ben, c'est plein. Les gens font la queue pour avoir l'auteur qui vous écrit « Ah, ma chère amie, Jacqueline ». Ouais, bon, ça prouve que quand même les gens ont envie d'avoir une trace quelque part d'un auteur qu'ils apprécient. Voilà. Non, moi je suis pas... On en parle souvent... en particulier à la BNF, on en parlait avec Bruno Racine aussi. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste sur la... Je ne crois pas à la disparition du livre. Je pense que ça... Je pense que... Ou alors, c'est que tout disparaîtra. Voilà. Je pense que c'est quelque chose auquel les gens tiennent et qui, s'ils ne le connaissent pas, ils le découvrent. Et les enfants lisent quand même beaucoup. Alors, bien sûr, le support se modifie, mais l'acte reste. Alors bon, on verra. Mais je ne suis pas pessimiste parce que je vois que par exemple ici, les gens qui ne sont pas du tout prêts à voir ce genre de choses. Quand on vient au Beau l'après-midi, c'est pas pour voir un éditeur, un imprimeur qui est mort en 1968. Ben, ils rentrent quand même, ils posent des questions, ils partent avec un petit dépliant. Peut-être que ça donnera rien, mais peut-être que ça donnera quelque chose. C'est une très jolie conclusion. Merci. Merci à vous.